Bien, là c'est une remarque. Oui, justement. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers élèves, je dis un petit mot d'accueil maintenant. Je pense que c'est bienvenu parce que ça permet aussi de meubler pendant que le problème technique, vous avez bien compris qu'il y avait un petit, se règle. Mais je voulais, je tenais absolument en tant que proviseur de cet établissement, inviter les amis et à dire, un peu l'animation mentale, mais je vais essayer de tenir le cas quand même, et à vous dire que je suis très heureux, nous sommes très heureux d'accueillir ces rencontres autour du Valentine aujourd'hui. L'année que nous avons vécue, l'année précédente, a été difficile, nous avons réussi à maintenir le cours. En revanche, un élément essentiel nous a manqué, nous a beaucoup manqué. Ce sont des journées de ce type, des conférences, des rencontres, des colloques, ces moments de réflexion collective, de partage, de transmission, qui sont essentiels à un lycée, particulièrement un lycée comme le nôtre. Alors, vous imaginez bien, quand M. Aupetit est venu me voir au printemps de l'Orchestre, j'ai eu comme une promesse. Et je n'ai pas hésité à dire oui tout de suite, même si le projet me semblait très ambitieux. Une promesse d'un retour à une vie normale, à une vie intellectuelle normale dans un lycée, qui est quand même la moindre des choses. Et aujourd'hui, cette promesse, elle est tenue. Et le projet se réalise. Et un projet très ambitieux. Et nous sommes très honorés qu'une rencontre de ce niveau, avec des intervenants de ce niveau, eux aussi, d'un niveau aussi élevé, puisse se tenir ici. Alors merci à eux, merci à tous les intervenants, merci à vous d'avoir peuplé richement cet amphithéâtre, et merci particulièrement à vous, M. Hubert Aupetit, à M. Tony Guérard, votre compère, merci pour votre détermination et votre ténacité. Je m'arrêterai là, j'espère que la technique est en train de s'arranger. Je m'arrêterai là pour passer la parole à Hubert Aupetit, et je vous souhaite à toutes et tous une très belle et riche journée. Merci de votre attention. Ça va marcher. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. Je commencerai par une liste pas tout à fait interminable, mais longue de remerciements. D'abord, bien sûr, monsieur Bianco, donc proviseur de ce lycée, notre proviseur adjointe, madame Brutus, et à toute l'administration qui a fait tout son possible pour permettre cette journée exceptionnelle consacrée à la parente pauvre de notre système éducatif, à savoir l'addiction, et particulièrement l'addiction du vers et l'addiction du vers racinien. Alors je remercie également Laurence Plasnet et Gilles Declercq qui est à mes côtés, qui sont respectivement présidents de la Société des Amis de Port-Royal et du Centre international Jean Racine, qui ont adhéré avec enthousiasme à ce projet. Je remercie aussi le Centre d'études et de recherche édité interprété de l'Université de Rouen, de Sérédy, qui est incarné ici par Tony Guérard, que vous verrez plus tard, et puis l'Institut de recherche théâtrale de la Sorbonne Nouvelle, qui est là aussi incarné par Gilles Declercq à mes côtés. Et enfin, je remercie évidemment, par anticipation, tous les participants, les gens de théâtre, les gens de la recherche, de l'enseignement, pour la rapidité avec laquelle ils ont accepté de travailler à la plus grande gloire du vers racinien. Encore que la critique n'est pas évidemment exclue. Alors pourquoi le vers, pourquoi Racine? Parce que l'un et l'autre nous permettent de poser la question capitale de l'addiction, tant au théâtre qu'à l'école. J'ai dit parente pauvre, en ce qui nous semble qu'elle est souvent prise à la légère, voire traitée par le mépris, ou plus simplement ignorée, alors qu'elle est l'un des moteurs essentiels de la langue, de toute langue, et en particulier de la langue française, et de son évolution. On pourrait dire que l'addiction, c'est l'autre, tant elle implique la prise en compte de son interlocuteur, qu'il soit contemporain, ou à venir, ou passé. Alors voilà une anecdote toute récente. Recevant le 1er septembre dans cet établissement une classe de 50 hippocagneux, ici présents d'ailleurs, je me suis amusé à leur proposer une petite expérience de dictée musicale. Iggy Pop, chantant Georges Brassens, Claude Nougaro, Charles Trenet, Bobby Lapointe, et il s'agissait pour eux de transcrire ce qu'ils entendaient comme ils le pouvaient, en découpant les vers par eux-mêmes,
en comptant les syllabes, en marquant la différence entre les syllabes écrites et les syllabes prononcées, et en tentant de donner des raisons à cet écart entre l'écrit et l'oral. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais mon cinéma. Donc sur l'écran noir de mes nuits blanches, c'est 9, on en entend 9, et moi je me fais mon cinéma, on en entend 8. Alors pourquoi est-ce que le chanteur fait entendre tantôt 9 syllabes, tantôt 8 syllabes? Alors bon, les hypocanieux ici présents se sont pas trop mal débrouillés pour trouver les vers et les compter, mais sur 50, 2 seulement avaient entendu parler de rimes masculines et de rimes féminines dans leur passé de premier de la classe. Alors c'est pourtant une constante de la poésie et de la chanson française, depuis Ronsard, qui avait écrit ses premières amours pour être chanté. Il y avait un cahier de partitions à la fin du recueil de poésie, de recueil de sonnets. Donc depuis Ronsard jusqu'à aujourd'hui, il y a cette règle extraordinaire de l'alternance, de la parité entre les masculines et les féminines, et une parité qui, paradoxalement, donne du relief à la mélodie. Alors c'est là précisément le lyrisme à la française, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un passage du dernier livre d'Alain Borère, qui aurait dû être des nôtres aujourd'hui, mais qui est retenu par ses cours de l'autre côté de l'Atlantique. Je le cite: « Il n'y a que 3 possibilités pour les langues de concevoir la relation homme-femme. La première est de ne pas avoir à la connaître. Le neutre, c'est le choix anglo-américain, beautiful, ou turc, güzel. La seconde est de fonder la différence par 2 voyelles codées. Par ici, c'est dame, marquée par le A, bella, hermosa, piękna, en polonais. Par ici, c'est messieurs, marqué par le O en basse plus viril, bello, hermoso, bello, en portugais. Alors que se passe-t-il dans ce cas? Je cite toujours Borère. Il y a marquage au corps et naturalité de la distinction de genre. Or, c'est une 3e solution qu'invente la langue française, qui choisit sa plus belle voyelle pour son élégance et sa sobriété, le E qui s'amuse. Enchanté. Dans ce cas, le E muet et la proximité qu'il implique suggèrent avec l'accord du participe une coprésence ontologique. La langue française refuse le marquage au corps. Le E muet n'est pas un corps, c'est un parfum. L'accord en E n'est pas un son, c'est une brumisation. Il est la part belle de la coprésence, discrètement prolongée et affinée, un accord de charme. C'est là tout un univers pour une civilisation qui, conclut Alain Borère, citant André Macquin, dessine les coupes de champagne sur le modèle des seins parfaits de la marquise de Pompadour. Alors cette perspective qu'on pourrait appeler le naturalisme linguistique, certains la trouveront vieux jeu. On lui opposera le culturalisme linguistique des défenseurs .e.s de l'orthographe inclusive, quand ils veulent faire du E féminin un marqueur graphique, sinon du corps, resco référence, mais du moins de l'idée de genre féminin, dont Borère disait sans doute qu'elle est une sorte de brumisation mentale. Alors on le sait, depuis Platon, Hermogène et Cratyle continuent de débattre devant un Socrate qui compte les points, en accordant tout de même un peu sa préférence au langage des poètes, parce que Socrate sait bien qu'il agit sur notre sensibilité autant que sur notre intelligence. Alors c'est pour sortir précisément de ces débats idéologiques qui risquent de s'enliser, on peut aborder la langue autrement que par sa syntaxe, mais par sa musique et par son esthétique. Car ce que ne dit pas Alain Borère, dans son rapide et savoureux pamphlet, paru cette année, c'est la raison de cette 3e solution qui est l'évanescence du E final en français, qui tantôt s'entend, tantôt ne s'entend pas. Raison pourquoi il est vraiment embêtant de l'appeler E muet. Bon, mais le E caduc connote un peu la sénilité. Faut-il dire E instable, E virtuel, E potentiel, E féminin, comme on le disait à la Renaissance? Quand on n'arrive pas à nommer une chose, c'est que son existence fait encore débat. Il n'y a pourtant pas à douter du fait historique qu'est le E virtuel. Le E évanescent de rose, aussi typiquement français soit-il, n'est pas à proprement parler une invention française, comme le dit Alain Borère. Il est le descendant phonétique du A final du mot latin rosa, que nos ancêtres gaulois, francs et autres barbares ont accentué avec une telle énergie sur sa voyelle tonique, rosa, qu'il ne s'est plus fait entendre à la fin
que ce son brumisé dont parle joliment Alain Borer et dont le philosophe linguiste Henri Van Leer disait qu'il donnait tout son swing à la langue française. Prenons les deux premiers vers d'Andromaque. Alors si j'arrive à les passer, ça marchait tout à l'heure, donc ça devrait marcher. Il faudrait que ça marche, peut-être. Oui, ça va marcher, je pense. Le dessin en est pris, je pars, chère Théramène, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah pardon, fait là. Je fais deux choses à la fois. Alors, le dessin en est pris, je pars, chère Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Alors, on pourrait dire que grâce aux deux E virtuels du second vers, quitte et aimable, grâce à l'accentuation, et donc grâce au rythme que donne ce E à peine actualisé à la langue orale, c'est tout l'enjeu de la tragédie qui apparaît en filigrane de ce distique. Le dessin, ça devrait passer, ça ne passe pas. La suivante, parce que je suis pas au diaporama. Non, il ne veut pas passer au suivant, je ne sais pas pourquoi, parce que je vous ai fait un petit décompte. Ah ben voilà. Donc si on le prononce selon le solfège prosodique français, le dessin en est pris, 3-3, équilibre, je pars, chère Théramène, 2-4, déséquilibre, mimétique de la décision annoncée, de la décision de partir, et quitte le séjour, 2-4, confirmation du déséquilibre, accélération, grâce au E de quitte, et ça y est, donc voilà Hippolyte parti. Eh bien non, parce que de l'Emma, bleu Trézène, 3-3, on en reste là, retour à l'équilibre, et toute la tragédie pour Hippolyte est dans ce départ impossible. Et de fait, il suffira qu'il parte pour qu'il meure. Et donc ce qu'il faut noter, c'est que la différence entre le dessin en épris, parité rigoureuse de deux dactyles, et je pars, et de l'aimable Trézène, donc pareil, parité rigoureuse, et donc il y a cette opposition entre une parité rigoureuse qui encadre deux hémistiches en déséquilibre. Alors, en somme, l'esthétique est au service du sens, et le sens ne fait sens qu'à travers une esthétique. Telle est la loi de la mimésis verbale, telle est la loi de la poétique. Solfier, comme on solfie une partition, solfier du solfège, solfier le vers racinien comme on solfie une partition, donc sans avaler les E virtuels et les liaisons, c'est en révéler le sens, non seulement à l'intelligence, mais aussi à l'oreille et au corps. C'est faire vibrer le sens dans tout un système sensoriel dont je rappelle que l'intelligence est une petite province, mais n'en constitue pas le continent. Et eu égard en particulier à la plupart de nos actions, réactions, décisions. Donc le poète est celui qui ne se contente pas de communiquer par sa langue entre intelligences, mais il est celui qui sait faire vibrer, beaucoup plus que les autres, la langue, sa langue, dans ses replis les plus profonds, et en particulier, s'agissant de Racine et de tous les poètes classiques, eh bien dans son passé latin, qui continue d'agir en lui. Donc celui qui fait entendre le chant du E virtuel français fait donc chanter le latin qui en est la source. Il fait résonner la voix des morts parmi les vivants. Alors on pourrait en dire autant, mais je passe sur les dirèses. Quel fruit espères-tu de tant de violence, à comparer à quel fruit espères-tu de tant de violence, que j'ai effectivement entendu sur une scène racinienne. Mais alors, on pourrait autant dire « Putain, tu me fais mal, arrête, casse-toi », comme dans les séries télé. Bon. Donc, s'il y a une idée derrière l'organisation de cette journée, je ne pense pas trahir la pensée de Tony, qui aura de toute façon le dernier mot, donc il pourra me rectifier, c'est que l'enseignement du français aux étudiants et la fréquentation des théâtres pour les spectateurs ont certes pour mission de les édifier intellectuellement, mais peuvent et doivent d'abord contribuer à augmenter la jouissance qu'ils peuvent avoir de leur propre langue, comme on progresse dans la jouissance musicale par la connaissance de son instrument, comme on progresse dans la jouissance du sport par la connaissance du médium employé et d'abord de son corps. Eh bien, il est permis de montrer que la langue française est plus qu'un outil servile de communication,
dangereusement menacée en tant que telle d'ailleurs par le langue globale, mais bien un instrument qui mobilise, à l'oral en tout cas, toutes les facultés du corps et de l'esprit. En outre, si on file ces analogies, le musicien et le sportif gagnent en jouissance de leur discipline en découvrant les virtuoses qui précèdent, compositeurs, instrumentistes, coureurs, tennisman, footballeurs, et ces champions de tous ordres nous font découvrir des potentialités de leur art qui n'avaient, enfin leur fait découvrir, pardon, des potentialités de leur art qu'ils n'avaient même pas imaginées. Et donc c'est la raison qui nous fait admirer, aimer et admirer Racine. Donc Corneille saluait d'emblée l'art de composer des vers, et le compliment n'est pas mince quand on connaît l'ambiance de compétition dans ces années-là. Notre journée s'efforce donc d'aborder tous ces points de vue sans d'ailleurs chercher à les imposer. Raison pourquoi nous avons voulu donner la part belle au théâtre, où l'interprétation prend un double sens, puisqu'il y a bien sûr donner sens à ce qu'on entend, mais aussi donner sens à ce qu'on dit et à ce qu'on donne à voir dans une performance d'acteur. Aussi, on va entendre des universitaires, des gens de théâtre, mais aussi et peut-être surtout des passeurs raciniens, qu'ils enseignent la littérature ou le théâtre, et ce, du collège jusqu'aux institutions les plus prestigieuses de notre République. Et donc je les remercie tous à nouveau pour l'amitié qu'ils nous font de partager leurs compétences pour cette journée. Donc je passe la parole à Gilles Declercq qui va présider la matinée. Donc Gilles Declercq est professeur d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle et il est président du Centre international Jean Racine, rené de ses cendres il y a peu, et qui commence donc ses activités, et dont cette activité d'aujourd'hui fait partie. J'ai mis une pile de programmes sur une petite table à l'entrée de l'amphithéâtre, donc si vous voulez vérifier les horaires, eh bien ils sont à votre disposition. Voilà, je vous remercie.